ce soir d'accueillir Philippe Garrigue. Philippe Garrigue. Philippe Garrigue est directeur de recherche, directeur d'une UMR à l'Université de Bordeaux. Sa spécialité, en fait, c'est l'analyse, la chimie analytique, la physico-chimie. Et cette physico-chimie, elle peut s'orienter dans différentes directions. Et lui, en fait, ce qu'il a choisi d'étudier et de mettre en œuvre, c'est l'étude des phénomènes et la détection, en fait, de molécules qui sont présentes dans l'environnement grâce aux performances extrêmement spectaculaires que l'on a vu apparaître ces dernières années en termes de progrès dans le matériel. Donc je pense qu'il va nous parler pas mal de ces aspects-là et des implications en fait qu'il peut y avoir pour le développement de la chimie. En fait, c'est vrai que cette année, c'est l'année de la chimie. Pourquoi cette année? Je ne sais pas si en 1911 il y a eu quelque chose de particulier, en 1811 non plus, en 1911 la chimie se portait bien et nos concitoyens en fait considéraient cette chimie comme un progrès et une source de progrès pour l'humanité. En 1811, la science, elle débutait. Lavoisier, avait disparu il y a quelques années auparavant, mais en fait, il avait, disons, mis en place la science chimique, et l'industrie chimique était encore assez balbutiante. Je pense que, on reconnaît tous que l'industrie chimique, c'est vers le milieu du 19e siècle, en fait, qu'elle s'est développée à partir de la chimie des colorants. Donc, pourquoi cette année? Voilà, on va la fêter. On va fêter cette année de la chimie aujourd'hui, et donc avec une conférence de Philippe Garrigue sur la chimie verte et les enjeux sur l'environnement. Donc, Philippe. Merci beaucoup. Merci d'être venu aussi nombreux. Donc effectivement, aujourd'hui, ce soir, on va aborder un petit peu les aspects dont on entend un petit peu parler, de chimie de l'environnement, de réglementation REACH, de chimie verte, de chimie durable, d'analyse de cycle de vie. Donc on va essayer de faire un petit peu le point sur toutes ces notions, sur toutes ces définitions. Alors comme l'a dit Alain Guy, moi je suis plutôt dans une mouvance disciplinaire depuis les débuts de ma carrière, puisque j'étais ingénieur chimiste de formation. Je me suis intéressé un petit peu à l'environnement, à travers aussi de la formation plutôt biologie, en écologie. Et puis j'ai intégré tout ça pour aller vers une discipline qui est la chimie de l'environnement, qui est une discipline qui est assez neuve quand même en termes de problématiques. Et puis petit à petit j'ai migré aussi sur des aspects plutôt s'intéressant à tout ce qui était non seulement devenir des produits chimiques dans l'environnement, ce qui est la définition de la chimie de l'environnement, mais aussi étude des effets des produits chimiques dans l'environnement et tout ce qu'on appelle maintenant sur le vocable écotoxicologie. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter très rapidement l'ensemble de ces concepts. Alors, pour démarrer, voilà, on posera donc les définitions, on abordera certains problèmes, je montrerai quelques exemples et puis je finirai aussi sur les défis du futur. Alors en fait, sur les trois aspects qui sont présentés ici, c'est-à-dire d'une part la chimie de l'environnement, d'autre part la réglementation REACH, la réglementation européenne dont on entend beaucoup parler, et puis on parlera aussi un petit peu de chimie verte et chimie durable, voir un peu où est-ce qu'on en est en France et vers quoi on va. Alors, il est vrai que la chimie, on le dit souvent, elle a toujours une mauvaise réputation, parce qu'en fait, historiquement, ce qui est marqué sur ce transparent, c'est que les applications qui ont rendu beaucoup de services à la société sont relativement peu visibles en termes de médecine, de développement de nouveaux matériaux, d'agriculture, d'électronique, de communication. Et ce que l'on voit surtout, c'est des aspects plutôt négatifs. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet boomerang, qui est tout à fait applicable à toutes les activités humaines, et qui, bien sûr, ont amené des associations un peu négatives au niveau de la chimie, avec toujours des problèmes de catastrophes qui sont quand même, en termes de probabilité, relativement faibles. Donc Bhopal, c'est des sous, tout ça remonte à l'année 70.
ensuite, on a bien sûr eu les problèmes d'incinérateurs qui généraient aussi des dioxines. Et puis récemment, nous avons eu aussi une pollution pétrolière importante dans le golfe de Mexico, puisque là, nous avons eu la plus grande pollution pétrolière qui puisse exister. Alors, il y a bien sûr beaucoup de risques qui sont aussi associés à des produits, les pesticides, on en parle beaucoup, les nitrates, les PCB, les dioxines, les éthers de glycol. L'Assemblée nationale a voté l'interdiction du bisphénol A hier. Il était déjà interdit dans les biberons il y a à peu près un an, donc on voit effectivement que c'est des problèmes importants pour lesquels l'expertise est souvent sollicitée au niveau des laboratoires et au niveau bien sûr des individus. À tout ceci est associé bien sûr des risques sanitaires, des problèmes d'amiante, perturbateurs endocriniens. Je viens de citer le bisphénol A qui est effectivement un des perturbateurs endocriniens, je vous montrerai quelques exemples. Et puis aussi l'image de la chimie présentée comme artifice, alors ennemi de la nature, avec, bon, je dirais, certaines associations un petit peu extrémistes qui se positionnent contre effectivement cette chimie qui peut être un peu la chimie qui peut-être pas la création du diable, mais quelque part c'est un peu ça. Donc tout ça c'est le passé, je dirais. Le passé, donc il ne faut pas bien sûr nier l'existence. Et en fait, le futur, à mon avis, qui est déjà en marche dans les laboratoires, le présent même, il est quand même beaucoup plus raisonné et il prend en compte beaucoup plus de choses et nous allons quand même le voir. Alors la chimie de l'environnement, j'ai marqué ici la définition en anglais, je préfère vous la donner en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais, et je la traduis, c'est l'étude des sources, des réactions, du transport, des effets et du devenir et des effets, enfin des effets et des devenirs des produits chimiques dans l'environnement. Ça c'est relativement important comme définition parce que ça veut dire que dans cette définition de la chimie de l'environnement est déjà intégrée l'appréhension par les chimistes des effets des produits chimiques que l'on va retrouver dans l'environnement. Donc, les effets, c'est ce qu'on appelle l'écotoxicologie, quand on parle des écosystèmes, et c'est quelque chose que, personnellement, je pense qu'il est quelque chose que nous, chimistes, nous devons complètement nous approprier, parce que nous sommes les seuls à même de pouvoir, quelque part, mieux comprendre les mécanismes de réaction d'une molécule, et ensuite, bien sûr, la manière dont elles vont interagir avec certaines cibles biologiques. Et tout ça, je pense qu'il faut qu'effectivement, on prenne tout. Les études d'environnement, bien sûr, intègrent beaucoup de disciplines fondamentales. Bien sûr, pour les meilleures connaissances du fonctionnement de la planète et en Europe, par définition, c'est presque la définition de la chimie, l'étude des réactions des mécanismes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille en chimie d'environnement, on est dans un espace qui, au vu de quelqu'un qui travaille en environnement, est un espace pas du tout fini, complètement ouvert. Et c'est vrai, quelquefois, ça peut tourner la tête parce qu'on ne comprend pas forcément la majorité des observations qu'on peut voir. Et il est toujours très très difficile de trouver les mécanismes déterminants qui vont conduire à ce que l'on peut voir. L'environnement, c'est une cible dynamique, bien sûr, qui change sous l'influence des causes naturelles et aussi sous l'influence de l'homme, on le voit de plus en plus. C'est un système complexe dans lequel on va retrouver aussi d'autres disciplines, les sciences naturelles, avec bien sûr les biologistes. Donc on peut parler bien sûr de la biodiversité. 2010 c'était l'année de la biodiversité. Moi je parle aussi de chimiodiversité, puisqu'en définitive, dans la nature on a beaucoup de molécules, et en fait on est presque un petit peu comme la biodiversité. Vous savez que pour la biodiversité on dit qu'on connaît à peine 10% des espèces animales. Je pense qu'en termes d'espèces chimiques c'est même beaucoup moins que ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de molécules qui se transforment et qu'on n'est pas forcément à même de pouvoir détecter. Interaction, processus biotique et abiotique, effectivement, depuis le niveau moléculaire jusqu'au niveau écosystémique. C'est clair que si nous avons une perturbation au niveau d'un système, je dirais, récepteur biologique au niveau d'un individu, et bien ensuite ça va se répercuter au niveau de la physiologie de cet organisme, qui va lui-même avoir, en termes de capacité physiologique, peut-être des manques en termes de reproduction, en termes de transport, en termes de nourriture, et donc ça va impliquer aussi des perturbations au niveau des communautés biologiques et bien sûr ensuite au niveau des écosystèmes. Et les sociétés humaines dans tout cela, alors tout ça c'est pour vous dire qu'en définitive, si les objets chimiques, si les produits chimiques sont des objets physiques bien déterminés, à un moment donné, ils deviennent aussi un objet social. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement avec des collègues des sciences humaines et sociales. Et à partir de là, eh bien, il y a tout je dirais, un écosystème social qui se met en place. On parle beaucoup actuellement des nanotechnologies, des nanomatériaux, et on voit tout de suite qu'il y a des acteurs qui se placent dans ce champ-là,
Ce sont d'un côté les gens qui créent les nanomatériaux, après ce sont les gens qui sont contre, il y a aussi les industriels, il y a les gens qui travaillent sur les problèmes de décision par rapport à ça, les politiques, etc. Donc c'est des champs qui ne sont plus, je dirais, quelque part réservés aux seuls chimistes, et il faut que là aussi on soit conscient en termes d'extrapolation de ces produits que nous sommes en train de concevoir dans les laboratoires, eh bien, nous avons beaucoup de choses à intégrer sur l'ordre de vie. Alors, toujours plus de produits chimiques produits, c'est marqué ici, 1 million de tonnes en 1930, on est à 100 millions de tonnes aujourd'hui, avec 10 000 substances produites à des tonnages supérieurs à 10 tonnes, 20 000 avec des tonnages entre 1 et 10 000 tonnes. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart de ces substances, en fait, sont très peu renseignées en termes de toxicologie et de toxicologie. Et c'est ce constat qui, en fait, conduit, on le verra un petit peu plus tard, à mettre en place le programme REACH, c'est-à-dire que le programme REACH, c'est un programme qui va en fait contraindre que si l'on veut effectivement mettre sur le marché commercial un produit chimique, et bien ce produit chimique devra avoir été d'une part enregistré, d'autre part relativement renseigné en termes de données toxicologiques. Alors, substances dangereuses. Qu'est-ce qu'on appelle substances dangereuses? En fait, ça représente des substances ou des groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et capables de se bioaccumuler. Alors, toxique, ça peut être, qu'est-ce que c'est la toxicité? C'est beaucoup d'aspects. On peut avoir un produit qui est toxique parce qu'il va être neurotoxique, il va s'attaquer au système nerveux, il va être immunotoxique parce qu'il va s'attaquer aux défenses immunitaires, il va être reprotoxique, il s'attaque au système de reproduction, il va être, on va parler de cancérigène, on va parler de mutagène. Donc ça, c'est toute la panoplie, je dirais, des toxicités qu'on peut définir. Persistante. Alors, persistante, c'est un mot qui est apparu dans le vocabulaire il y a quelques années de ça, et on parle maintenant de plus en plus de POPs, polluants organiques persistants. Et en particulier, il y a 10 ans de ça, a été mis en place ce qu'on appelle la Convention Stockholm, dans laquelle 137 États se sont engagés à réduire les émissions de POPs, de polluants organiques persistants, à l'échéance de 2020. Alors les POPs, qu'est-ce que c'est? On en verra quelques-uns tout à l'heure. Ce sont essentiellement tous les pesticides organochlorés qui ont été utilisés dans les années 60-70, le DDT, le Lindane, qui sont très très persistants. Quand on dit persistant, ça veut dire avec des demi-vies qui sont de plusieurs décades, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce qui fait que, eh bien, vous savez, on a retrouvé ces composés par exemple dans les graisses des ours du pôle Nord. Et c'est des produits, malgré qu'ils aient été bannis, qu'on retrouve encore de manière importante dans l'environnement. Je citerai que pour mémoire les PCB, les polychlorobiphénides, qui sont en fait les constituants des mélanges industriels qu'on appelle les pyramèdes, qui sont utilisés à un condensateur et transformateur électrique, qui ne sont plus utilisés en France depuis 1987, mais qu'on retrouve encore de manière importante dans l'environnement, puisque en fait il y a un plan national PCB qui a été mis en place pour pouvoir screener les niveaux de ces contaminants dans toute la rivière française, et ça a conduit en particulier à l'interdiction de pêche et de consommation et de commercialisation de certains poissons, alors essentiellement dans le Rhône, mais aussi dans l'ensemble d'autres bassins, en particulier le bassin de la Garonne et la Dordogne, que je connais relativement bien. Les cycles des composés organiques, alors je parle essentiellement des composés organiques, je ne parlerai pas des métaux traces, je ne suis pas forcément spécialiste là-dessus. Alors ça c'est un petit schéma juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a bien sûr des sources qui vont être des sources industrielles, on a des sources qui vont être des sources urbaines, et il ne faut pas l'oublier, on a aussi des sources qui vont être des sources naturelles. En particulier les feux de forêt sont capables de générer des composés toxiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes. Et je rappellerai qu'il y a certains feux de forêt qui s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Je vous rappellerai pour mémoire par exemple les feux qu'il y a eu en Australie il y a 2 ans de ça, qui étaient donc au nord de Sydney et qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Ce dont on parle un peu moins aussi, certains feux en Afrique qui peuvent s'étendre sur des superficies qui peuvent représenter le quart de la France. Donc là, c'est je dirais des émissions de composés qui sont toxiques, qui sont générés lors de la combustion des forêts, du bois, etc., et qui vont bien sûr ensuite se retrouver dans l'environnement, être, je dirais, transportés sur des très très longues distances via bien sûr les vents dominants, etc. Bien, nous avons le même, je dirais, le même schéma pour tous les produits qui vont être essentiellement donc, produits en zone urbaine. En zone urbaine,
urbaine. Je rappellerai que la pollution extérieure de l'air, à 70%, est due à l'émission véhiculaire. D'où effectivement toute la mise en place de plans de transport en commun pour pouvoir diminuer cette pollution de plus en plus importante, là aussi liée à l'émission de produits qui sont quand même relativement délétères pour la santé humaine. Les industries, bien sûr, on peut aussi en parler, mais je dirais qu'à la limite, c'est là où il y a le moins de problèmes, dans la mesure où on a quand même une police de l'environnement qui est mise en place depuis pas mal d'années. On a aussi donc, la classification en ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc toute cette police de l'environnement qui était avant assumée par les DRIR sont assumées bien sûr par les DREA maintenant, qui sont les directions régionales à l'aménagement, l'environnement et elles, je ne sais plus ce que c'est, au logement. Voilà, c'est ça. Bien, tout ça pour vous montrer qu'en a des émissions qui vont se retrouver bien sûr dans l'air, mais qui immanquablement vont se retrouver ensuite dans les sols aussi, ou dans les rivières, puisqu'en fait on va avoir des effluents qui vont se retrouver qui vont être évacués dans des formes liquides, qui vont sauter dans les rivières dans les fleuves bien sûr vont finir dans la mer. Et donc là on a aussi des contaminations quelquefois importantes des chaînes trophiques, comme c'est présenté ici, puisqu'on peut avoir une contamination qui va démarrer avec le phytoplancton qui est mangé par le zooplancton, même étant mangé par des bivalves filtreurs qui vont être mangés ensuite par des poissons, etc., etc. Donc là, on a beaucoup de voies de contamination globale des écosystèmes. Et effectivement, la tâche est un petit peu gigantesque en chimie de l'environnement pour savoir d'une part sur quel compartiment de l'environnement on va pouvoir travailler, le sol, l'air, l'eau, le sol, enfin l'air, sur quelle espèce aussi on va pouvoir travailler. Parce qu'il est clair que quand on s'intéresse à des invertébrés aquatiques, on n'a pas du tout la même capacité aussi d'ingestion, de bioaccumulation. Bioaccumulation, c'est-à-dire que c'est des produits qui vont se bioaccumuler pour certains d'entre eux dans les organismes vivants. Mais attention, on a quand même des défenses qui vont faire en sorte qu'on va essayer quand même d'excréter ces produits qui sont bien sûr nocifs pour l'environnement, nocifs pour les organismes vivants. Le petit bout de la lorgnette, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de biodiversité. On s'est beaucoup intéressé pendant des années à ce qui est marqué ici, c'est-à-dire essentiellement les produits des activités humaines à grande échelle. Donc les activités industrielles avec tous les produits manufacturés, les effluents associés. Bien sûr, on a parlé beaucoup des métaux lourds, métaux toxiques, on a parlé beaucoup des hydrocarbures aromatiques polycycliques, on a parlé des PCB. On parle aussi beaucoup des activités agricoles avec l'utilisation des engrais, avec l'utilisation des pesticides, etc. Et en définitive, tout ça a conduit dans les 20-30 dernières années un petit peu à des réglementations concernant ce que j'appelle les polluants prioritaires conventionnels, les HAP, les PCB, les pesticides, méthotraces, pour donner lieu à la fois des réglementations au niveau national et aussi des réglementations au niveau européen. Mais à côté de ça, eh bien, on a vu surgir depuis 10-20 ans à peu près de nouveaux produits auxquels on s'intéresse, et en particulier tous les produits qui sont utilisés par les individus et dont, je dirais, la fin du cycle de vie est laissée souvent à la libre appréciation de nous en termes d'individus. Donc il y a tous les produits de soins corporels, les cosmétiques, les shampoings, les savons, et surtout les produits pharmaceutiques et les médicaments dont on parle beaucoup actuellement et qui, bien sûr, se retrouvent dans l'environnement. Et le problème de ces produits, c'est que quelque part, pour les pharmaceutiques et médicamenteux, c'est qu'ils sont quelque part conçus pour avoir un effet biologique, essentiellement sur l'homme. Donc quand ils vont se retrouver dans l'environnement, quel va être l'effet potentiel sur les organismes des sites biologiques? Ça, c'est des choses qu'on n'est pas forcément capable d'appréhender, et des recherches, bien sûr, sont en cours fortement actuellement. Donc juste un petit exemple, donc voilà. Je voulais finir la présentation en disant qu'en fait, ces produits pharmaceutiques et de soins corporels qu'on appelle plus PCP en anglais, ça intègre bien sûr les médicaments, ça intègre les antibiotiques, ça intègre les hormones, ça intègre des antidépresseurs, ça intègre beaucoup de choses, des anti-analgésiques, des anti-inflammatoires, que l'on va hélas retrouver dans l'environnement, et en particulier dans l'environnement aquatique. Donc j'aime bien cette diapositive, je ne sais pas si vous le voyez très bien en haut, qui a été créée il y a qui a été donc mise en place sur le site de l'Agence américaine de protection de l'environnement, où
où l'on voit enfin que le point central de départ, ici, c'est la salle de bain avec la chasse d'eau. Ce fameux réflexe de chasse d'eau, c'est-à-dire en fait, on met quelque chose dans la chasse d'eau, on tire, c'est éliminé, et après c'est plus mon problème. Voilà. Et ça c'est un petit peu le gros problème. Et on voit très bien donc ici qu'on a quand même, nous, en tant qu'individu, une responsabilité, nous citoyens individus, on a une responsabilité en termes effectivement d'avoir ce réflexe ou de ne pas l'avoir. Et donc à partir de là, eh bien, on va avoir effectivement une dispersion dans l'environnement de tous ces produits. Je rappellerai qu'avec la majorité des produits pharmaceutiques qui sont utilisés, si une partie est métabolisée et va effectivement jouer son rôle en termes de médicaments, une grosse partie est excrétée par les voies naturelles et va se retrouver effectivement dans les eaux usées et immanquablement donc dans les conduites d'eau usée qui vont bien sûr être alimentées vers des stations d'épuration. Et là c'est pareil, en termes de stations d'épuration, il ne faut pas croire qu'on va récupérer de l'eau rivière à la sortie qu'on va pouvoir boire. On a quand même encore beaucoup de produits qui, et on se l'aperçoit maintenant, et je le montrerai tout à l'heure, qui ne sont pas dégradés à travers l'ensemble des processus qui sont mis en place pour pouvoir épurer les eaux usées. Donc on peut avoir bien sûr ces eaux usées qui, après retraitement, vont être rejetées dans les lacs, et là, immanquablement, il y a encore des produits qui sont présents. On a bien sûr aussi les fuites, il ne faut pas quand même les négliger, qui vont quelque part aussi de manière indirecte contaminer les nappes phréatiques. Et donc là aussi, on peut se trouver avec